Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition des animations scientifiques d'EcoFog. Aujourd'hui, on a Nicolas Moulin, qui est attaché honoraire du Musée national de l'histoire naturelle et qui vient nous parler de son nouveau livre sur les mantodées de Guyane. Je vais te laisser prendre la parole. Donc, bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vais faire donc une petite présentation, enfin une petite présentation, ça devrait durer 1 heure. Je l'ai faite hier soir à la MCMG à Rémire, ils étaient ravis, enfin c'est en tout cas le retour qu'ils m'ont fait. Effectivement, parce que donc j'ai un ouvrage qui est sorti après des années de travail. En fait, en 2015-2016, il y a le muséum de Paris qui ont organisé une planète revisitée sur le massif du Mitaraka. Vous êtes sûrement au courant. Et en fait, le spécialiste des menthes de l'époque, Roger Roy, à la fin de la présentation, je lui rends hommage d'ailleurs, n'est pas allé sur le terrain parce que très âgé. Et en fait, l'échantillon de menthe qui revient de cette mission scientifique au fin fond de la Guyane me paraît foncièrement un peu faiblard parce qu'il n'y avait pas de spécialiste dédié sur cette mission. Et à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible que mon groupe taxonomique de prédilection reste aussi orphelin sur un territoire ultramarin. Et donc, je me suis mis à bancariser toutes les données possibles et inimaginables sur ces insectes. Et en 2018, en Guyane à Papaicheton pour faire une mission de 9 jours où je continue à collecter des menthes, à en barcoder. Donc, j'en parlerai pendant la présentation. Et puis, quelques années plus tard, pendant le confinement, il y a un livre du même style qui sort sur les dynastes. Vous connaissez peut-être. Donc, toujours aux éditions des publications scientifiques du muséum. Et le format vraiment me tape à l'œil. Et à partir de là, je dis, bah, je veux faire exactement la même chose. Donc ça, c'était en 2021. Et il m'a fallu quelques années, quelques nuits, quelques week-ends, quelques vacances pour rédiger tout ça et saisir près de 9500 données. Alors une donnée, c'est un spécimen, un lieu, une date donnée. Et donc de les traiter, de les manipuler pour en faire ce livre. Alors, il n'y a pas de... Hop, alors, je me représente très rapidement. Donc, je suis surtout entomologiste indépendant, en fait, depuis près de 20 ans. Et après, j'ai effectivement quelques titres qui gravitent autour de moi. Alors, attaché honoraire, parce que j'ai la gentillesse de ranger les collections de menthes bénévolement au muséum à Paris. Et à ce titre-là, ils m'ont accordé un badge, une adresse mail MNHN et une adresse postale à Lisieux, voilà, que je mets dans tous mes papiers scientifiques. Ça fait mieux que mon adresse postale au fin fond de la Normandie, ça fait plus sérieux. Parce qu'en fait, j'ai chanté la recherche à la fin de mon master 2 au muséum, où je voyais bien que j'aurais pas trop de débouchés en entomologie. Et donc, j'ai choisi l'entomologie appliquée. Mais voilà, j'y reviens assez régulièrement en produisant des travaux scientifiques. Après, je fais aussi partie au comité français de l'UICN lorsqu'il y a des évaluations liste rouge. Et ils me demandent mon avis sur mon petit groupe de prédilection que sont les menthes. Alors, on va parler un peu quand même donc Guyane et Mantes. Euh, Il y a des choses là que vous connaissez peut-être même plus que moi. Ce sont de l'iconographie que vous allez retrouver dans le livre et qui date également du livre sur les dynastes. Et les auteurs m'ont cédé quelques figures de leur livre et le fond de carte. Donc d'ailleurs, ce fond de carte qui a une échelle de colorimétrie liée à l'altitude, eh bien, je le reprends pour les cartes de répartition dans le livre. Voilà, donc là, voilà, j'ai pas trop à détailler la géographie de la Guyane, vous la connaissez. La pluviométrie, vous la connaissez aussi. En ce moment, c'est vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas venir faire la promo de mon livre sous des seaux d'eau. Et je pars mardi matin sur la station des Nourac pour 15 jours pour aller étudier les menthes en canopée sur la station Inselberg. Et j'espère pas revenir avec des broméliacées dans les cheveux ou des orchidées épiphytes dans les vêtements. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est une sacrée. Il y a des événements qui deviennent assez étranges de plus en plus. La cartographie
des territoires plus ou moins préservés, ou du moins avec un détourage de réserves, de parcs nationales ou naturels régionales. Bah, le voici, il est repris également dans le livre. On verra que on peut faire le lien entre cette carto et la carto de répartition des espèces. Ça se voit très bien sur les espèces communes qu'on rencontre un peu partout en forêt. Euh, Souvent, les nuages de points sont liés donc en fait à ces territoires où les associations entomologistes ou alors les chercheurs vont s'y retrouver régulièrement. Donc, comme les Nourag, il y a énormément de missions qui se sont produites à Trinité, à Caux, Saül. Après, il y a eu Mitaraka ponctuellement. Et en fait, bah, les cartes de répartition des bêtes sont souvent liées à ces endroits où ces structures vont commander des inventaires entomologiques ou des travaux de recherche. Et donc, les données viennent de là. Alors, on va voir qu'il y a des grandes zones de vide. Et parfois, ça s'explique pour certaines espèces si on a assez de données. Et parfois, eh bien, ça peut nous amener à douter sur la distribution de certaines espèces. Alors, les menthes, elles sont extrêmement diversifiées. Et vous voyez, derrière, il y a un poster de fourmis. Et d'après vous, est-ce que ici, je vous ai mis que des menthes en photo, ou est-ce que je vous ai mis aussi des hyménoptères? Non? C'est un peu la bonne question. Euh, mais parfois, elles sont traîtres, en fait. Pendant leur développement, au-delà du camouflage, je dirais, végétal, qu'on pourrait leur attribuer de façon, au premier abord, un peu comme les phasmes. C'est-à-dire qu'elles ressemblent à des branches, à des brindilles, à des feuilles mortes, ou à des feuilles vivantes. Eh bien non, elles peuvent aussi mimer d'autres ordres d'insectes. Et donc là, ça, c'est une jeune menthe qui va se faire passer pour une fourmi. Donc, en regardant de près, on se rend compte que quand même, elle n'a pas des antennes coudées et qui sont extrêmement longues. Et puis, on voit quand même les pattes ravisseuses à l'avant. Voilà. Et donc, ça, c'est une jeune mante qui va se faire passer pour une fourmi pour échapper à la prédation. Euh, Prédateur, il fait partie quand même d'une chaîne alimentaire. Et, au-dessus, c'est une autre espèce qui mime exactement la même chose, des hyménoptères, donc de fourmis plutôt ouvrières, parce que là, elle est non ailée, et elle change de morphologie de façon assez significative quand elle passe au stade adulte, puisqu'elles ont les ailes fonctionnelles qui apparaissent, et donc elles changent quand même de format. Et ici, vous avez une menthe. Alors, celle-ci n'est pas de Guyane, mais on a le même genre sur le territoire avec une espèce. Et elles vont vraiment continuer à mimer ces hyménoptères jusqu'au stade adulte, que ce soit morphologique, donc elle se fait un peu passer pour une guêpe, et même au comportement. C'est-à-dire que les grandes antennes, comme ça, elles vont les agiter, les battre, comme si elles cherchaient une larve à parasiter. Donc, elles balayent leur environnement de la même façon qu'une petite guêpe parasitoïde, en se déplaçant de façon saccadée et très rapidement. Donc voilà, jusqu'au comportement du déplacement, elle mime. Et puis après, eh bien, on a tout le cortège de menthes qui, elles, sont posées, sont tranquilles, et attendent que les proies passent à leur portée en évitant la prédation, en mimant donc leur environnement végétal. Donc ici, vous avez une grosse semelle de Coeurhododis posée sur la feuille, et elles vont avoir même jusqu'à euh, avoir des atteintes comme ça sur les expansions un peu foliacées de leur pronotum qui, euh, qui, euh, qui continuent à garder ce mimétisme avec les trous dans les feuilles sur lesquelles elles se posent. Donc, c'est une très grande diversité de menthes, entre autres dans le monde quand même, morphologiquement. Donc, elles sont représentées par 29 familles, qui a 450 genres, et donc il y a actuellement plus de 2500 espèces valides connues, mais il en manque encore énormément à découvrir. Et à découvrir parce que c'est quand même difficile à chercher sur le terrain. Par exemple, là sur l'écorce, il y a une menthe. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais je ne mets pas juste des écorces de manguier comme ça pour le plaisir. Ça, c'est à Parakou.
Et donc, vous avez une femelle de menthe là qui est bien mimétique avec le tronc de l'arbre. C'est une famille qui vit quasiment uniquement sur les troncs d'arbres et qui se dissimule très bien. Et donc, elles sont quand même difficiles à trouver dans la nature, dans l'environnement. Et donc, ça rend les choses un peu compliquées pour les étudier. Alors, à contrario, il y en a certaines qui ne se cachent pas du tout, parce que de toute façon, elles sont énormes. Donc là, vous avez une femelle du genre Macromantis. Donc, les femelles adultes font la taille de ma main. Et elles consomment tout ce qui passe. Elles ne sont pas regardantes. Donc là, elles mangent une énorme sauterelle. Mais s'il y a un petit lézard qui passe, elles le mangent. Elles mangent des grenouilles. Et elles peuvent même aller manger jusqu'à des colibris. Voilà. Donc c'est vraiment presque des monstres, hein. Elles sont énormes. Et elles craignent rien. Alors oui, elles ont ce côté un peu feuille verte. Mais elles ne se déplacent pas beaucoup et, euh, et elles craignent pas grand-chose. Alors, je vais revenir un peu quand même sur la morphologie des menthes, hein, pour qu'on parle bien de la même chose. Donc, c'est un insecte, le corps divisé en trois parties, donc ça, c'est un standard. Euh, Vous avez une tête donc, qui très, très mobile. C'est ce qui les rend assez charismatiques, hein. C'est que quand on croise une menthe, on a l'impression qu'elle nous suit du regard. Et donc, en fait, elles ont des yeux très développés, un peu comme les odonates aussi, les libellules. Et donc, elles, en tant que prédateurs, c'est pour ça qu'elles ont ces yeux-là. Et donc, elles nous suivent un peu du regard avec leurs gros yeux. Elles ont aussi des yeux simples, des ocelles qui sont entre les antennes, qui sont pas très développés chez les femelles et qui vont, chez les mâles, être très développés. Et on va en parler aussi plus tard. Ça porte un préjudice au mâle vis-à-vis d'un entomologiste qui chasse en forêt. Je vous expliquerai après pourquoi. Après, elles ont leur pièce buccale broyeuse parce que donc il faut qu'elles mâchouillent tous ces insectes et autres invertébrés qu'elles consomment. Et pour les attraper, elles ont donc ces pattes antérieures, qu'on va appeler couramment des pattes ravisseuses, qui sont armées d'épines, qui a un caractère morphologique assez pertinent pour la description des espèces. Donc leur position, leur coloration, leur nombre. Euh, et puis, vous avez aussi parfois des dessins dans les hanches ou alors même parfois des dents ou des expansions foliacées. Et ça, c'est vraiment des critères pertinents pour les distinguer. Après, c'est un insecte qui a deux paires d'ailes. La première paire, on va l'appeler élytre, même si elle n'est pas aussi coriace que chez les coléoptères. Et la deuxième paire, les ailes. Après, on a l'abdomen. Et au bout de l'abdomen, on a donc les pièces génitales. On va voir ça après. Et les cercles qui sont souvent très velus et qui leur permet de sentir les mouvements d'air. Voilà. Et c'est un peu pour ça, entre ça et leurs antennes, qu'on a l'impression qu'elles nous suivent du regard parce qu'en fait, elles détectent les mouvements d'air qu'on produit à leur approche et donc elles nous remarquent tout de suite. Quand elles chassent, soit elles vont à l'encontre de leur proie, soit elles attendent. Mais c'est vrai que si la proie ne bouge pas, eh bien la menthe ne fait rien. C'est un peu comme le T-Rex dans Jurassic Park. En fait, elles attaquent quand il y a du mouvement, quoi. Alors, pour reconnaître la femelle du mâle et inversement, il faut regarder le bout de l'abdomen. Alors, il y a la corpulence, mais il y a aussi surtout le bout de l'abdomen. Chez la femelle, vous avez l'organe génital comme ça qui est formé de deux valves qui sont verticales. Et en fait, elles vont s'en servir en particulier pour pondre les othèques. Alors, avec la mousse expansive qu'on connaît dans le commerce, on n'a rien inventé. C'est les menthes qui ont commencé à faire ça, et les blattes également, d'ailleurs, qui sont les cousines. Elles ont un liquide qui va sortir. Elles vont battre les œufs en neige, je dirais. Et en fait, ça va faire, ce liquide va se transformer en mousse. Cette mousse, elles vont le coller sur un support. Dedans, elles vont organiser les œufs qu'elles vont pondre d'une certaine manière. Et après, elles vont finir cette mousse de différentes formes. On va voir ça tout à l'heure. Et cette mousse, elle va s'oxyder, va se colorer et va se durcir. Et ça permet de faire une enveloppe qui protège les œufs des intempéries, des parasites, voilà, du reste de l'environnement. En métropole, ça leur permet de passer l'hiver, par exemple. Et à la différence des mâles, qui eux ont une plaque sous-génitale, c'est une espèce d'assiette creuse où on a donc les génitalia, les organes génitaux qui sont stockés dedans tant qu'ils font rien, tant qu'ils croisent pas de femelles.
Par contre, quand il y a une femelle en vue, ils vont lui grimper sur le dos et ils vont se mettre à gonfler des pièces dans ses génitalia, à les dévaginer et ils vont commencer donc à accoupler la femelle de bout d'abdomen à un autre. Voilà, donc ça, c'est les principaux critères. Là, il faut les attraper, du coup, les menthes. Et puis, avec une loupe de botaniste, on peut jeter un coup d'œil. Alors, parfois, on peut se faire pincer, on peut se faire mordre. Après, il y aura, elle pique pas ou autre chose, donc on craint rien. Mais effectivement, il y a certaines grosses espèces qui peuvent être assez embêtantes. Ça, c'est les génitalia des mâles. Alors, c'est un critère morphologique très important. Ce groupe taxonomique, en fait, la systématique, c'est beaucoup basé sur les organes génitaux des mâles, très tôt. Et c'était en fait le système de la clé et de la serrure. C'est-à-dire que les génitalia sont tous différents d'une espèce à l'autre. Et donc, très rapidement, on s'est mis à disséquer les pieds génitales des mâles pour distinguer donc, ces différentes espèces. Alors, ça se divise en trois pièces. Il y a l'hypophallus, qui est souvent une grande pièce comme ça, un peu ovoïde, rectangulaire, qui connaît une excroissance postérieure, un processus postérieur qui peut être plus ou moins allongé, bifide, euh, courbé ou arrondi avec des dents. Vous avez l'épiphallus droit ici qui est souvent très standard d'une espèce à l'autre. On s'en occupe très peu quand on décrit une espèce. Il n'y a pas assez de différence d'une espèce à l'autre. Et par contre, on utilise beaucoup l'épiphallus gauche qui, lui, a plusieurs pièces plus ou moins sclérifiées ou plus ou moins allongées, qui sert au mal de menthe un peu comme un pied de biche. Alors, l'image est un peu dure, je sais. Mais en fait, c'est en dévaginant ces pièces qu'il va ouvrir la serrure, ouvrir les valves de la femelle pour arriver à passer le reste des organes qui, après, lui permettent de laisser passer la spermathèque lors de l'accouplement. Et après, la femelle gère le contenu de cette spermathèque comme elle veut. Et donc, elle va pouvoir pondre plusieurs œthèques fécondés en gérant donc ces spermatoïdes qui a fourni le mâle. Donc, une femelle peut pondre donc ces œthèques en un accouplement, mais elle n'a pas non plus l'organe qui peut être obstrué comme d'autres insectes. Et donc, elle peut se refaire accoupler par un autre mâle s'il survit d'ailleurs à cet événement qui parfois est un peu salutaire pour lui. Alors, la taxonomie des menthes, bon voilà, ça c'est la partie indigeste de la présentation, mais elle a été revue assez récemment par deux spécialistes, un Allemand et donc mon mentor, pour pas faire de jeu de mots, Roger Roy. Et donc, ils ont revu toute la taxo des menthes, ils ont créé énormément de sous-familles, de nouvelles familles, parce qu'en fait, ils ont revu euh, toute cette taxonomie avec un point de vue aussi biogéographique. Par exemple, la famille des angélidés, dont on va parler après, elle était connue à l'époque du continent africain et du continent sud-américain. Et eux, en fait, en faisant de la phylogénie, en faisant des regroupements sur des critères morphologiques, ils ont dit que non, les angélidés, ça doit être une famille qu'on ne trouve que dans les parties néotropicales. Et on va appeler les bêtes qui sont longilignes, qui ressemblent à des bâtons, sous le nom d'une autre famille quand c'est en Afrique centrale. Et puis il y en a pas en Asie. Voilà, donc maintenant c'est le papier qui fait référence. Et so far, comme on dit, eh bien, on utilise cette taxonomie quand on travaille sur la systématique des montes. Alors, en parlant de systématique, bah, je vais repasser les 8 familles qui sont représentées sur la Guyane, donc 78 espèces jusqu'à aujourd'hui, avec deux taxons qui sont encore litigieux, donc ils sont pas dans le livre et ils sont pas nommés à l'espèce. Il y en a un, c'est parce que on n'a qu'une série de mâles qui n'ont plus de bout d'abdomen parce qu'ils ont été piégés par des dispositifs qui collectent, qui attirent à la lumière, qui collectent dans des pots collecteurs avec un liquide de conservation. Et c'est des espèces très fines qui se dégradent très rapidement dans un liquide de conservation. Et donc on n'a pas les génitalia. Et donc, on peut aller jusqu'au genre, mais on ne va pas à l'espèce. Et puis, à une époque, il y a une femelle qui a été trouvée, mais elle n'a pas survécu à sa conservation non plus. L'auteur est dans la salle. Donc, pour l'instant, on reste au genre. Et puis, on a une deuxième espèce où c'est une toute petite femelle qui est adulte, qui fait 1 centimètre.
Donc c'est une espèce minuscule de menthe qui a été trouvée sur une île sur l'Oyapock, hein, pile à la frontière Brésil-Guyane. Et là, il faudrait que des entomogistes retournent prospecter dans ces régions pour arriver à trouver le mâle et d'autres individus pour qu'on aille au bout de la description. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Alors pour les présentations par famille, ici vous avez les Caetecidés. C'est, je dirais, une des familles les plus archaïques de menthes. Vous voyez, elles ont cette symétrie dorso-ventrale très plate, un peu comme les blattes. Elles vont avoir des cerques très allongés, euh, une armature des pattes qui est assez réduite par rapport à d'autres espèces, je dirais, plus évoluées, des très longues antennes, et elles se déplacent très rapidement à plat sur les branches d'arbustes. Elles sont très difficiles à trouver. Souvent, c'est grâce au battage de végétation qu'on arrive à les avoir. Et il y a trois espèces en Guyane. Et les trois espèces, moi, j'ai essayé de les distinguer morphologiquement, c'est extrêmement dur. Donc, j'ai dû faire les génitalia des trois mâles et j'ai couplé ça avec du séquençage ADN pour confirmer mes observations. Et donc, actuellement, il vaut mieux les barcoder et faire les génitales des mâles pour les identifier. Après, on a une autre famille aussi, une petite famille, pas loin aussi, euh, un peu compliqué à observer. Donc les Manthoïdidés, il y a deux genres, et à chaque fois, c'est des genres monospécifiques sur la Guyane. Euh, L'une est très répandue, et d'autres, alors pas celle-ci. Et celle-ci, c'est Vespa Manthoida tulgueti, qu'on croise très rarement. Et voilà, et là, c'est un mâle, on voit son ocelle, là, son œil simple qui brille, et donc ils sont très développés, et comme ils ont un petit gabarit avec des grandes ailes, un peu comme des mouches ou des petites guêpes, ils viennent très facilement au drap et lumineux des entomologistes. Et sinon, on a du mal à les observer, et on a du mal à rencontrer des femelles d'ailleurs. Vous allez voir, c'est un biais dont je vais parler plus tard. On a la famille des Thespidés. C'est une famille où les femelles sont aptères, n'ont pas d'ailes, et on va les trouver assez régulièrement à hauteur d'homme, plus particulièrement au niveau de la litière. Et les mâles, eux, sont ailés, très, très bien ailés, et c'est eux qui se déplacent pour aller à la rencontre des femelles. Donc elles, en fait, quand elles sont gravides et qu'elles sont prêtes à être accouplées, elles diffusent des phéromones, et donc c'est les mâles qui se déplacent dans l'environnement pour les retrouver et s'accoupler. Donc celle-ci, elle en est même à se rouler dans la boue. Mais voilà, et elles sont très discrètes, se déplacent très peu. Et c'est des espèces, du coup, où on va très rapidement discuter de leur distribution et d'un échantillon, s- de savoir si, quand on se déplace de plusieurs kilomètres en forêt en Guyane, est-ce qu'on parle de la même espèce? Parce que donc, c'est les femelles qui pondent. Et si la femelle n'a pas de capacité de dispersion très grande, eh bien, il suffit qu'il y ait la moindre barrière géographique pour qu'on potentiellement on passe à une autre espèce, alors qu'on penserait elles se ressemblent. Une famille qui a une morphologie très standardisée. Donc, les angélidés, elles sont toutes comme ça, longilignes en forme de bâton. Elles pourraient vous faire penser à des phasmes. Et elles, eh bien, les femelles, là, vous avez la femelle de la plus grande espèce qu'on trouve en Guyane. C'est une très grande espèce, hein. D'ailleurs, elle s'appelle Maxima, Anguilla maxima. Et les femelles, elles sont brachytères. Elles ont des ailes présentes, mais qui sont réduites. Et elles vont s'en servir, en fait, pour faire peur à un potentiel prédateur. Parce qu'en fait, les ailes de cette famille sont colorées. Elles ont des dessins jaunes, noirs, avec des bandes. Et d'ailleurs, c'est un des principaux critères pour les distinguer les unes aux autres. Voilà. Et les mâles, eux, sont très bien ailés. Et c'est la même chose, vont se déplacer pour aller à la rencontre des femelles pour la reproduction. Les liturgucidés, pareil, elles ont toutes à peu près cette morphologie globalement, et elles vivent sur donc ces troncs d'arbres ou des poteaux en bois, des surfaces rugueuses. Et donc, elles se déplacent très rapidement sur ces surfaces. Potentiellement même, en fait, elles chassent. Et on peut les voir de façon avec un recouvrement de génération, c'est-à-dire qu'on peut avoir des otecs sur le tronc, des jeunes, des moyens, des adultes. Par exemple, à Marie-Galante, une île de dépendance de la Guadeloupe, il y a une espèce là-bas. Et dans des ravines humides, eh bien, sur des arbres, on peut compter jusqu'à plus de 50 otecs
sur une observation à hauteur d'homme entre 0 et 2 mètres avec des juvéniles, des adultes, mâles, femelles. Et d'ailleurs, il semblerait qu'elles consomment très peu leurs mâles aussi pendant ou avant l'accouplement. Voilà. Et elles vont vraiment très vite, c'est un peu comme les écureuils, elles passent d'une face à l'autre d'un arbre très rapidement. Donc, quand on les étudie, il faut y aller avec un peu de discrétion. Ça, c'est une famille qui est étonnamment très diversifiée sur les néotropiques. Il peut y avoir des très grosses espèces, donc là, comme le genre Macromantis, et des espèces beaucoup plus petites, comme les Microphotina, toutes vertes, qu'on a du mal d'ailleurs à distinguer d'une espèce à l'autre. Et d'autres encore où on va avoir les hanches qui ont des grosses dents, alors que et là, on voit bien que sur les hanches, il n'y a pas de dents. Donc voilà, elles sont très diversifiées. Mais en fait, leur armature des pattes plus l'extrémité de leur abdomen ont des critères morphologiques qui fait qu'on les rassemble toutes dans cette même famille. Ça, c'est la famille, moi j'ai envie de dire, la plus spectaculaire, les Acanthopidés. Ça, vous avez potentiellement, vous en avez croisé. Il y a une grosse partie de la famille qui ressemble à des feuilles mortes. Là, vous avez donc une femelle d'Acanthops fucifolia, où les femelles, une fois adultes, ont toujours cette courbure d'abdomen avec les ailes effilées qui sont par-dessus, alors que les mâles vont rester longilignes, assez plans et avec de très grandes ailes. Et eux aussi vont voler pour aller à la rencontre des femelles qui se déplacent que en marchant. Et vous avez une autre partie de cette famille où là, c'est tout le contraire. Elles vont être extrêmement colorées. Elles vont être vert fluo avec des ailes rouge fluo. Et elles vont s'en servir en fait pour les déployer quand il y a un prédateur et donc lui faire peur. Ou il y a des espèces aussi qui ressemblent à des fleurs que vous allez retrouver sur des inflorescences et qui chassent des insectes pollinisateurs en étant postés sur des inflorescences. Et puis, la grande famille, les mantidés, où on peut passer de mants tout à fait standards morphologiquement aux espèces comme les Coeurades, qui sont des grandes feuilles avec le pronotum très élargi. Et voilà. Et là, c'est une famille extrêmement diversifiée. Alors, le dimorphisme sexuel, j'en parlais un peu parce que donc il y a cette légende urbaine que les mantes n'arrêtent pas de consommer leur mâle à chaque reproduction, ce qui est faux. Ça, c'est pas systématique. Ça peut être d'ailleurs avant, pendant, après, mais chez certaines espèces, ça ne se produit quasiment jamais. Alors en fait, ça se produit quand on est chez une espèce qui a un très gros dimorphisme sexuel. Donc comme ici, où on a un mâle qui fait quand même assez frêle par rapport à la femelle, et donc c'est un creux pendant l'événement, et bien elle lui prend la tête et puis elle commence à le boulotter. Bon, voilà, ça arrive. Mais chez les angélidés, bah, ça arrive beaucoup moins, parce que le dimorphisme sexuel est quand même beaucoup moins grand. Et puis on a d'autres espèces, des petites espèces trapues, comme ça, où ça arrive aussi moins régulièrement, parce que la différence de morphologie n'est pas très grande. Ah oui, alors, il y avait un point que je voulais dire, je dis menthe, moi, tout le temps. Parce que déjà, elles sont pas toutes croyantes. Et deux, alors ça c'était pour la blague, c'est surtout qu'en fait, c'est les anglo-saxons, c'est les ornitho-anglo-saxons qui adorent mettre des noms courants à toutes les espèces pour pas citer les noms latins. Et donc c'est arrivé jusqu'à nous. Et une des premières menthes qui a été décrite en Europe, c'était Mantis religiosa de l'époque de Linné. Et donc Mantis religiosa, ça arrivait très vite en menthe religieuse, en praying mantis. Et en fait, après, on a appelé toutes les menthes religieuses, mais c'est comme si on appelait tous les moustiques moustiques tigres. Voilà. Donc, j'essaye de tenir à ça, c'est un peu ma bataille personnelle. Euh, alors, le polymorphisme chromatique, quand vous êtes sur l'hexagone, vous pouvez rencontrer cet événement, sur Mantis religiosa d'ailleurs. Euh, Vous avez des individus qui peuvent être de couleurs différentes alors qu'ils ils appartiennent à la même espèce. Donc là, il ne faut pas se faire avoir quand on est sur le terrain. Et donc ici, bah, vous avez Stagmatoptera femoralis. Et vous avez une femelle jaune, une femelle verte. Et chez Mantis religiosa sur Hexagone, vous pouvez avoir même des individus qui sont marrons, gris. Et ça reste la même espèce. Chez les menthes, en fait, quand on les décrit dans un papier scientifique, on va d'abord parler donc des génitalia des mâles.
On va parler de l'armature des pattes, parce que ça, c'est des critères morphologiques qui sont immuables, hein, qui sont fixes. Et on va aussi parler de taches. Vous avez des taches, on va appeler ça aussi des taches calleuses. Ça fait des boursouflures blanchâtres souvent. Et donc ces taches-là, noires, et ben, que la menthe soit verte ou jaune ou marron, on aura toujours cette tache noire. Et pareil pour les stigmas qui sont sur les ailes. Même si l'aile elle change de couleur, vous avez toujours le stigma qui est fait de la même manière. Voilà. Donc c'est ça, il faut faire attention quand on est sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'espèces en Guyane qui ont ce polymorphisme chromatique. Il y a une grande partie quand même des espèces où quand elles sont marron en forme de feuille, eh bien, tous les individus sont de la même coloration. Alors le cycle de vie des menthes, c'est un cycle de vie typique de tout ce qu'on appelle les orthoptéroïdes, hein. Donc on a les œufs rangés dans les oothèques. Les jeunes dedans, en fait, quand sont pas loin d'éclore, on appelle ça des prénymphes. Ils sont pas finis et ils vont faire une mue en sortant. Donc ils font leur première mue, le changement de peau en sortant. Ils vont pendre comme ça le long donc des restes de mue, de filaments, et ils vont se regrouper autour de l'otech avant de se disperser parce que sinon ils se mangent entre eux. Ils sont prédateurs dès la naissance. Ils vont grandir, donc là il y a une mue, et là il y a une jeune Raptrix perspecua, une jeune femelle qui mue, et au fur et à mesure donc, de leur croissance, ils ont différents organes qui vont grandir. Euh, donc là vous avez, vous voyez, les embryons à l'air. Elle n'est pas encore adulte, il lui manque sûrement une mue ou peut-être deux. Et donc, au fur et à mesure de sa croissance, les ailes vont se développer jusqu'à devenir complètement développées. Et donc, on aura des femelles ici ou des mâles. Les femelles vont vite devenir gravides et très peu se déplacer. Et les mâles seront plus sveltes et ailés et vont aller vers les femelles pour s'accoupler. Alors les femelles, je disais, elles produisent des phéromones et parfois ça attire plus qu'un mâle. Et donc chez cette espèce, ça s'observe assez régulièrement. Et donc on a parfois un, deux, trois, quatre mâles. Et donc bah, c'est le premier arrivé qui fait son office. Et puis les autres, ils se mangent même pas entre eux. Mais bon, ils essayent de trouver la place. Puis après, ils quittent le terrain. Alors, les menthes donc, pondent des othèques et il y a autant de diversité d'othèques que de diversité de menthes. Donc là, je vous ai mis un petit florilège. Vous avez des menthes qui pondent des othèques, ça va être une mousse assez légère, hein. On a l'impression quand même que c'est fragile. C'est pas si dur, pas si coriace. À côté de l'othèque, à côté ici, où on a l'impression que que c'est du bois, que c'est un morceau d'écorce. Après, vous avez d'autres familles où ils pondent des othèques un peu sphériques comme ça, où on a l'impression qu'on peut voir à travers. En fait, la membrane est très fine et les œufs sont rassemblés au centre avec une zone de vide autour. Et on verra plus tard à quoi ça sert. Vous retrouverez toujours ces lignes, des lignes de sortie. Vous voyez, là, il y a une ligne. Et en fait, il y a déjà des pré-trous, des pré-orifices qui sont operculés par la femelle quand elle pond. Et donc, les jeunes sortent par ces trous. Voilà, là, c'est une énorme othèque de macromantis. Ça peut faire 5-6 cm. Ça fait vraiment une grosse mousse. Ça se voit bien sur le terrain. Et là, c'est la famille des Liturgucidés. Ça fait tout le temps des amphores de ce type-là, avec une sortie un peu tubulaire. Et donc, tous les jeunes vont sortir par cet orifice à la naissance. Et ici, ça, c'est une othèque du genre Acanthops, où c'est toujours un haricot. On voit même l'emplacement un peu là, des œufs, ça fait des cannelures. Et c'est toujours au bout d'un filament comme ça, et c'est mis en l'air en suspension. Et quand les jeunes éclosent, ils vont rester un moment sur l'othèque, peut-être potentiellement même à chasser des petits insectes volants, avant de commencer à se disperser. Alors que chez d'autres espèces, la dispersion se fait très rapidement une fois ils ont séché et qu'ils peuvent se déplacer. Alors voilà, bon là, lui, bah, il a perdu la boule, ça arrive. Et en fait, les insectes, ils ont je dirais, pour être un peu vulgaire, le cerveau qui est tout au long du corps avec des ganglions. Et les mâles de menthe ont un ganglion qui est destiné donc à la gestion des organes génitaux.
Et il a quand même été constaté que quand ils se font décapiter, qu'ils commencent à se faire manger, ça excite le ganglion qui est lié aux organes génitaux, et donc ça améliore la reproduction. Bon, voilà, donc l'un dans l'autre, au final, c'est pas mal. Et donc il finit son office alors qu'il a perdu la tête. Voilà, on avait perdu la tête par amour, c'est quand même c'est poétique. Alors, elles ont des faiblesses. C'est un super prédateur, moi je les admire, mais elles ont des problèmes avec d'autres bestioles. Par exemple, les vers guardiens. Vous voyez, donc, comme la plupart des orthoptéroïdes, elles se font parasiter par ces vers en consommant des proies qui ont déjà les stades de stades plus jeunes. Le ver va consommer tout l'intérieur de la menthe en évitant les organes vitaux. Et à un moment donné, quand il a plus de place, il va commander au ganglion, va dans un milieu aquatique, s'il te plaît, j'ai besoin de sortir. Et donc la menthe va aller se jeter dans une flaque d'eau, une mare, une rivière. Et donc le ver qui a besoin de finir son cycle de vie dans l'eau va se mettre à sortir. Et il sort plus ou moins par des voies naturelles. Donc de toute façon, la menthe ne réchappe pas à cette sortie de l'alien. Voilà. Donc ça leur arrive assez régulièrement. Ça se voit, on en voit plein, des grillons aussi qui plongent dans les piscines, et puis d'un coup, il y a un grand filament qui sort, bah, c'est ces vers gordiens. Et bah là, vous avez une otech de Liturgusidés, et vous voyez, elle a été, avec l'évolution, elle a été conçue pour éviter le parasitisme, en fait. Et ça marche pas tout le temps. Et donc, on a des petites guêpes parasitoïdes qui se sont adaptées à ces espèces et qui ont un ovipositeur très long et elles vont percer comme ça arrive aussi avec d'autres fruits ou des choses comme ça. Elles vont percer pour aller traverser la zone de vide et aller mettre les œufs donc au contact des œufs de menthe dans l'otech. Et après, de cette otech va sortir des petites guêpes au lieu des jeunes menthes qui se sont fait complètement dévorer. Alors, pour étudier les menthes, il y a différentes techniques. Euh, la plus connue, hein, c'est de mettre une grosse ampoule devant un drap blanc. Ça, c'est l'archétype des entomologistes. Hein. D'ailleurs, la piste de Co, à une époque, ressemblait à une autoroute. Tous les kilomètres, il y avait une lampe. Voilà. Donc, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, on attirait les insectes comme ça. Alors, les papillons, les coléoptères, oui. Mais les menthes, en fait, il n'y a que pour la plupart des espèces, les mâles, avec leurs yeux simples, qui sont attirés. Et donc, ils se trouvaient plaqués sur ces draps. Et donc, les descriptions d'espèces se sont faites principalement sur des mâles. Et les femelles ne venaient pas. Alors, elles ne venaient pas parce que elles n'ont pas la capacité à venir en volant ou elles sont de toute façon pas attirées parce qu'elles ont moins cette photosensibilité. Donc ça, le piège lumineux. On l'a fait, refait. On a même conçu des dérivés avec des LED, avec en changeant les longueurs d'onde, en les mettant au sol, en les mettant en l'air. Mais à chaque fois, on a les mâles. Des mâles, des mâles, des mâles. Et vous verrez dans le livre qu'il y a un biais stratosphérique des données où il y a énormément de données de mâles et très peu de femelles. Alors, donc, il faut trouver des plans B pour les femelles. Alors, il y en a un, c'est d'aller en canopée par exemple, sur des plateformes. Il n'y a plus le Radodécime, mais il y a des nouvelles plateformes qu'on peut servir. Alors, oui, en faisant aussi la technique du drap, mais aussi en prospectant à vue dans le houppier des arbres pour aller chercher particulièrement les femelles. Parce qu'en fait, il y a plein d'espèces, donc il manque les femelles. Cette espèce, je- on peut allumer un drap un peu partout en Guyane, on va voir cette espèce de Caux à Papaicheton et ailleurs jusqu'à Mitaraka, on voit cette espèce. On n'a jamais vu la femelle de cette espèce, jamais. Donc c'est incroyable parce que des entomologistes, il y en a un paquet sur la Guyane, des naturalistes aussi généralistes, il y en a énormément. Ils n'ont jamais vu la femelle de cette espèce. Voilà. Donc potentiellement, elle est en canopée avec ses petites ailes réduites et elle attend que les choses se passent. Bon. Après ça, on a une petite espèce de thespidé où on connaît 5 mâles, peut-être à peine un peu plus, et on n'a jamais vu la femelle. Et ça, c'est pareil, ça va être une femelle qui n'a pas d'ailes, parce qu'elle appartient à la famille des thespidés, et donc elle va être dans la litière, à déambuler dans la litière. Et c'est vrai que quand on prospecte, eh bien, quand on cherche des menthes, on ne se dit pas qu'on va regarder à hauteur de nos pieds.
On regarde plutôt dans la végétation qui est à notre hauteur. Puis il y a même d'autres espèces plus spectaculaires qui, l'année dernière, a été observée sur un drap, un mâle, fait quasiment 10 cm, cet individu, qui est arrivé sur une lampe. L'observateur l'a vu, a halluciné d'abord, a repris ses esprits, a pris des photos, et en fait, l'individu il est resté 3 minutes et il a décollé. Et en fait, on pensait que les mantes, avec leurs ailes, c'était un vol plané. Euh, Elles se déplaçaient vraiment très peu. Et en fait, il allait tout droit vers la canopée. Il a tiré tout droit. Donc, c'est des observations faites par des naturalistes qui sont incroyables, qu'on conserve, parce que ça, on ne connaît pas non plus la femelle. Et si le mâle, il fait une dizaine de centimètres, on n'imagine pas la taille de la femelle qui doit être perchée quelque part. Donc, la quête continue. Alors, la quête continue, et il faut utiliser donc d'autres techniques. Prospecter à vue avec une lampe frontale, par exemple. Alors, c'est ingrat, mais on voit plein de choses différentes et pas que des mâles. On peut prospecter de la même manière en canopée, si on a les compétences et si on est encadré. Ça, c'est vraiment très bien, mais c'est pareil. C'est aussi ingrat parce que notre capacité de déplacement est quand même assez réduite. Donc, ça prend beaucoup de temps, c'est assez fastidieux. Et on continue dans le fastidieux, le battage. On peut faire des bords de layons, des bords de pistes forestières avec du battage pendant des heures. Et à part une tendinite au coude, on a du mal à observer des bêtes. Mais c'est comme ça qu'on va tomber sur des espèces qu'on n'a jamais vues avec une lampe devant un drap. Ou alors faire du fauchage dans la végétation. Par exemple, dans les zones de savane, on peut faucher la strate herbacée ou la strate arbustive et on peut détecter des espèces qu'on n'aura pas vues avec une lampe. Il y a aussi des pièges, j'appelle ça pièges, qu'on peut utiliser pour contacter principalement les espèces de litières. Donc ça, c'est les tentes malaises. Il y a plusieurs formats. Et en fait, par exemple, chez les Thespidés, ces insectes vont déambuler au sol, vont rencontrer la paroi de mousseline noire et ils restent photosensibles. Ça reste quand même la plupart des insectes font ça. Et donc, ils vont monter vers la zone blanche. Et il y a une pente et au fêtage, il y a un pot collecteur. Là, au sommet, voilà, il y a un autre pot collecteur. Et donc, on peut collecter quand même des espèces qui déambulent dans la végétation ou dans la strate herbacée. Voilà, ça peut nous aider et c'est non attractif en plus. Alors, sur le terrain, la gestion des données, c'est vrai que les naturalistes en Guyane utilisent principalement des plateformes de saisie de données quand ils font des observations. Donc, il y a Faune Guyane, il y a iNaturalist, il peut y avoir INPN Espèces, il peut y avoir GeoNature également sur le territoire du parc. Et donc, ils vont saisir leurs données sur des observations photographiques qu'on va plus ou moins valider a posteriori. Mais si on fait une mission de terrain dans une station de recherche comme les Nourag au fin fond de la forêt, on peut observer et identifier ces individus sur place, mais aussi, si on a un doute, il faut qu'on les collecte. Il faut qu'on les ramasse et il faut qu'on préserve nos échantillons parce que les menthes, ça reste un groupe d'insectes qui ont un corps mou et dans les conditions climatiques, par exemple, qu'il y a actuellement, votre bête, en 3 jours, elle est noire, marron, pourrie, limite avec des champignons qui poussent dessus. Donc, il faut très rapidement les mettre en conservation. Alors, les grosses bêtes, par exemple, on va les ouvrir et on va vider l'abdomen et on va le remplir de coton avec de l'acide borique et du talc. Comme ça va faire une déshydratation express. On va les organiser sur des couches où on va pouvoir les mettre en série selon une localité, un point GPS, une date, une session de collecte. Euh, et, on, et on peut également, sur le terrain, prélever tout de suite des morceaux de tissu pour remplir des puits pour le barcoding, parce que comme ça, le matériel reste frais, même si potentiellement la couche tourne un peu au vinaigre sur le reste de la mission. Et on va les conserver après dans des tupperwares avec du gel de silice, du silica gel, qui va continuer à faire cette déshydratation ou alors les mettre plein soleil euh, quand par hasard il fait beau. Mais là, par contre, il faut faire attention aux oiseaux et surtout aux fourmis, parce qu'elles repèrent très rapidement les échantillons et donc elles peuvent se mettre dedans et se mettre à débiter les insectes allègrement et après on n'a plus rien. Voilà.
Donc ça, c'est un petit, voilà, petit laboratoire éphémère, c'était à peu près jeton. On peut aussi saisir en direct, comme je disais, sur des plateformes avec téléphone, tablette, directement sur le terrain. Et après, quand on rentre, eh bien là, c'est au muséum. On va organiser donc les échantillons pour alimenter les collections générales, donc avec les insectes montés, étiquetés, les ailes ouvertes que d'un côté pour voir tous les critères morphologiques et bien rangés pour que donc des spécialistes extérieurs puissent travailler sur les collections et les visiter. Alors, je fais un peu de promo pour Patrinat. Ça, c'est Cardops. En fait, on peut utiliser une application qui s'appelle Carnat, qui marche que sur smartphone et pas sur iPhone. Et vous pouvez créer des stations, les nommer, les renseigner dans un jeu de données. Vous aurez les coordonnées GPS, la commune, vous pouvez mettre la date ou la période, vous pouvez mettre le nom d'observateur ou les noms des observateurs. Vous pouvez même avoir aussi des données de météorologie. Vous pouvez faire des commentaires, enfin l'altitude. Et en fait, et après, il y a plusieurs onglets. Ça, c'est l'onglet station. Mais vous pouvez aussi référencer l'habitat dans lequel vous êtes. Et après, vous pouvez lister les spécimens ou les taxons que vous rencontrez, soit à l'espèce, soit vous pouvez mettre à chaque fois que vous voyez un individu. Et donc, vous pouvez organiser vos données qui après iront au SINP et qu'on peut retrouver après donc, sur la plateforme OpenOps, le GBIF. Voilà. Donc, elles seront utiles pour la communauté. Et donc, ces données, j'en ai saisi 9500 en beaucoup d'années. Et ça a donné en fait c'est cette carte qu'on retrouve dans le livre où on a le nombre de données en buffer par station. Donc il y a des stations qu'on reconnaît tout de suite. Ça, là-haut, donc il y a Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Jean-du-Maroni, ça c'est historique. Le Moult et compagnie, début du 20e, prospectaient énormément là-bas. Donc il y a énormément de données de menthe qui viennent de là-bas. Après, vous avez tout le littoral parce que c'est facile, c'est accessible. Ici, c'est la montagne des chevaux parce qu'il y a une association d'entomologistes qui œuvre sur la Guyane, la SEAC, depuis très longtemps. Et là-bas, ils avaient disposé des pièges de façon récurrente. Donc, il y a énormément de données là-bas. Il y a la piste de Caux voilà, qui est tracée toute droite. Saül, ça, c'est la planète revisitée, Mitaraka. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même des grands vides et parfois, et donc ce que je disais tout à l'heure, ça explique des absences ou non de certaines plantes. Alors, je vous montre quelques exemples, parce qu'il y a quand même 78 espèces, donc je ne vais pas toutes les passer en revue. Mais Acanthops fucifolia, hyper commune, que vous pouvez autant retrouver en forêt, sur la montagne des singes, au fond de votre jardin, en forêt ou en savane arbustive avec une forêt limitrophe. Et vous voyez, il y a des points quasiment partout. Et donc là, moi, je considère que toutes les zones vides, en fait, elle est présente. C'est juste nous qui ne sommes pas allés. On voit bien encore la piste de co. L'Agrecacanthops guyanensis, alors là, c'est quand même une super bonne bête. Euh, il y a 4 points, hein, il y a 4 mâles connus sur la Guyane. On la connaît pas ailleurs. Et sachant qu'il y a un point à Mitaraka et que le séquençage ADN n'a pas fait de distinction avec les bêtes qui sont plus près de la côte du nord, eh bien, on considère qu'il y a l'espèce sur une bonne partie de la Guyane. C'est juste qu'on ne sait pas la chercher, on ne sait pas la trouver, et elle a bien raison. Et après, il y en a d'autres, les Stagmatoptera binotata. Ça, c'est une espèce qui est cantonnée à l'est. Et là, c'est pareil, il faudrait essayer de comprendre pourquoi elle est cantonnée. Est-ce que c'est un événement historique? Est-ce que c'est de la biogéographie? Et parce qu'on ne peut pas se tromper, c'est une des seules espèces de menthe, c'est même la seule espèce de menthe, ouais, on va dire une des seules, qui a des grosses dents sur le pronotum. Et donc, quand on la voit, un pronotum comme ça, en dents de scie, il n'y en a qu'une, et on ne la rencontre vraiment qu'à l'est. Les données, j'ai essayé de traiter un peu une phénologie des menthes, mais c'est difficile parce qu'à la différence donc, des insectes qui ont une métamorphose complète, comme les papillons, les gros scarabées, les dynastes, ou les entomologistes, on les entend dire ah là là, c'est la période des émergences, il faut aller sur le terrain. Eh bien, les menthes, c'est plus compliqué. On a quand même les générations qui se recouvrent sur le terrain. Et donc, même pour l'espèce la plus commune de Guyane,
on arrive à faire un histogramme comme ça qui contient pas mal de données, eh bien, peut se poser la question si c'est vraiment une phénologie avec des générations ou si c'est les périodes où il y a des entomogistes qui sortent de chez eux pour aller sur le terrain. Voilà. Où ils évitent les saisons des pluies. Et, et voilà. Tu vois. Ouais, voilà. Donc ça, c'est difficile encore à distinguer, même pour des bêtes qui ont beaucoup de données. Et puis, bah, certaines espèces, comme celle-ci, qui est extrêmement remarquable, je vous invite, il y en a pas loin de la réserve naturelle de Trésor. Vous y allez avec la frontale. Vous pouvez à tout moment tomber dessus. C'est le petit dragon de la Guyane. Et donc là, bah, il n'y a pas assez de données pour savoir quoi que ce soit sur la phénologie de cette espèce. Oui, on s'approche de la fin. Un autre exemple, voilà, une anecdote dont je veux parler. À l'époque, elle s'appelait Acanthops sucana. Cette femelle ici, conservée au muséum, l'holotype de l'espèce, a été découverte en 2002 sur un filet de chiroptérologue qui était tendu, je crois, vers Caux, je sais plus exactement. Mais peu importe, en tout cas, elle est tombée ou déambulée sur un filet de chiroptérologue. Et donc, elle a été ramassée, elle a été envoyée à Paris et Roger Roy a dit, ouh là là, mais ça c'est nouveau, c'est une nouvelle acanthope, je la décris sur une femelle, pas de problème et tout. Donc, il l'a décrit. Et puis, les années passent, même les années passent beaucoup. Et autour de 2015, donc la SEAG, avec leur piégeage récurrent à la montagne des chevaux, collecte ce mâle dans un de leurs pièges attractifs. Et je m'en occupe de ce spécimen. Roger Roy me laisse m'en occuper. Et je regarde, je dis, ben, je ne sais pas à quel acanthops je dois le rapprocher. Donc, je reste un peu sur l'expectative. Et comme le matériel était assez frais, j'ai réussi à prendre donc des bouts de tissu des deux spécimens et on a fait le séquençage ADN. Et en fait, ils avaient exactement la même séquence. Et donc, c'était le mâle de la femelle. Et donc, j'ai décrit avec un Allemand le mâle. Et en fait, quand on a décrit cet individu, on s'est dit que cette morphologie-là était totalement caractéristique et qu'on ne pouvait pas la traiter comme Acanthops. Et donc, on a honoré mon mentor en la renommant en Roy Acanthops Sucana. Et puis, les années continuent à passer et les entomologistes prospectent à fond en Guyane, la cherchent, la cherchent. Et un jour, au camp Bonaventure, eh bien, il y a un entomologiste qui a appelé et il dit, ouais, on a trouvé un truc complètement dingue, ça ressemble à une fleur morte, ça bouge, il faut absolument voir ça. Et une nouvelle femelle a été vue, c'était il y a 2 ans, oui, ouais, à peu près il y a 2 ans. Voilà, et une nouvelle femelle est pareil, vue à hauteur d'homme, mais en fait on la croise jamais. Donc potentiellement tombée de la canopée, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, devant les draps de chasse qui sont multiples, hein, il y a des programmes de recherche qui sont faits actuellement avec des lampes qui ont été allumés pendant 2 ans à plusieurs endroits en Guyane, plusieurs nuits d'affilée, eh bien, on ne revoit pas le mâle et on ne le retrouve pas. Et pour aider aussi, j'ai oublié de dire ça, pour aller à Royacantops, au-delà de la morphologie qui nous laissait un peu dans l'expectative, eh bien, en fait, on a séquencé différentes espèces et genres de la famille des Acanthopidés. Et en fait, on s'est bien rendu compte que Sucana ne sortait pas avec les Acanthops, mais ni avec des Plésiacanthops. Elle sortait à côté, avec voilà, son propre chemin. Et donc, elle s'est fait, on l'a appelé Royacanthops Sucana. Pour vous parler un peu du livre, donc c'est un guide avec des fiches espèces, mais aussi avec des clés bilingues. Alors j'espère que vous excuserez mon anglais, mais normalement ça a été relu par des scientifiques. Euh, anglophone. Et voilà, donc il y a des clés. Il y a des clés pour aller à la famille. Après, dans le chapitre des familles, il y a des clés pour aller au genre. Et après, si vous avez plusieurs espèces dans le genre, eh bien, en démarrant ces genres, vous avez à nouveau des clés à l'espèce. Donc normalement, il a été testé. On s'en sort à peu près bien, sauf les quelques espèces où il faut faire par défaut les génitalia des mâles. Et puis pour des espèces qui ont toujours été un vrai problème pour les entomologistes sur le terrain, par exemple les anguillas, chaque fois en fait sur les photos on avait la bête prise sans les ailes ouvertes, donc on ne pouvait jamais arriver à identifier l'espèce, on restait au genre.
eh bien, j'ai rajouté les ailes ouvertes de tous les mâles et de toutes les femelles. Et donc, c'est des bêtes qui sont un peu fragiles, mais qu'il faut manipuler, ouvrir les ailes et prendre en photo ou avoir le guide sur soi pour les identifier. Et donc, il y a des fiches espèces où on aura une photo mâle-femelle si on connaît les deux sexes, avec une taille. Vous aurez aussi le barcode index number à une date donnée qu'on retrouve sur Buld, parce que les données sont rendues publiques. Il y a un papier d'ailleurs qui est sorti récemment où j'ai mis toute la librairie de référence en fait des codes barres ADN des membres de Guyane jusqu'à ce jour. Et donc ça peut être utilisé par n'importe qui, c'est public. Quelques critères morphos, des caractères diagnostiques pour les distinguer l'une de l'autre, et puis parfois des remarques taxo, en particulier cette espèce. Pendant longtemps, on l'a nommée guyanensis. Voilà. Et on parlait surtout du mâle, et on avait associé ce mâle avec une littérature ancienne et assez éparse, avec une autre femelle d'une autre morphologie. Et puis en fait, il y a un jour, il y a une femelle de ce type-là qui a été ramassée, et elle a pondu. Et elle répond, elle fait une OTEC, l'OTEC est fécondée, donc super, ça a éclos, les jeunes sont élevés, et elle, on l'a nommée autrement, on l'appelait Armata à l'époque, cette morphologie. Et puis donc tous les jeunes grandissent, et puis à un moment donné, dans le lot, hein, de la même OTEC, hein, eh bien vous avez des mâles adultes comme ça, et des femelles adultes comme ça. Et donc, en fait, grâce à cet élevage, j'ai pu revoir de la synonymie chez cette espèce et donc mettre de côté les anciens noms. Et donc, c'est une junior synonymie, j'ai pris le plus ancien nom, et donc avec ce mâle et cette femelle qui avait pas été rattachés avant sans ces élevages. Voilà. Donc je crois que j'arrive au bout. Voilà, je rends hommage à mon mentor, Roger Roy, voilà, qui a œuvré comme un dingue au muséum. Il a même plus de publications quand il était là, à retraite dans sa petite pièce au troisième étage rue Buffon, que quand il était en activité en Afrique centrale. Et il a vraiment beaucoup œuvré. Moi, donc j'étais son poulain, et il n'a pas pu voir ce bouquin, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Eh ben, merci pour votre attention. Vraiment. Et donc, vous pouvez retrouver le livre juste à côté. Et je peux répondre à vos questions. Merci Nicolas pour cet exposé absolument splendide, très bien illustré. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle partagée, dans la salle virtuelle? Quelqu'un se prononce dans la salle virtuelle? Vous entendez? Bon, bon, ok. Ben dans la salle présentielle? Bonjour Nico. Moi j'ai deux questions, une sur l'anatomie des pièces génitales et une sur la phénologie. Je sais pas par laquelle tu veux qu'on commence. Vas-y, on peut commencer par Euh, les... Sur la phénologie, c'est plus une question à tout le monde. En fait, sur les papillons de jour, on a un peu ce même problème de données sur la saisonnalité qui sont fortement biaisées par le fait que en saison des pluies, on a beaucoup plus de mal à faire des sorties déjà, avoir le courage de sortir de la voiture ensuite, Mhm. et avoir des bêtes qui sont moins actives et qui ont tendance à se planquer. Est-ce qu'il y a des manières de pondérer les phénogrammes, enfin les analyses phénologiques par le nombre de sorties? C'est une question que je me pose et je pense que c'est une question que tu te poses aussi Oui, parce que c'est un problème qu'on a souvent, quoi. oui, oui, c'est un problème qu'on a souvent. Et effectivement, il faudrait arriver à le pondérer par rapport aux sorties. Ouais. Après, en fin de compte, ayant fait là une petite étude écologique à Marie-Galante donc sur la mande de la famille des Liturgucidés qui se développe sur les troncs d'arbres de quelques ravines humides de Marie-Galante, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait tous les stades sur les troncs. Et j'y suis allé plusieurs fois à différentes périodes des années. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de critères de phénologie pour ce groupe taxo que sont les menthes. Elles ne sont pas influencées. Elles, en fait, jour comme de nuit, sec ou chaud, elles font leur développement, les générations se recouvrent. Et dans une même savane, on va trouver des jeunes d'un groupe, l'adulte, et puis une othèque fraîche. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Dans ce cas-là, ça traduit uniquement des différences d'intensité de prospection ou tu penses qu'il peut y avoir des mortalités plus élevées à certaines saisons ou des différences d'effectifs
plutôt comme des pics d'abondance à certains moments. Pour les papillons, on a l'impression qu'il y a des pics d'abondance à certaines périodes bien précises, mais pour les menthes, bah, Bah, il y a pas du peut-être tout. des saisons qui vont être plus favorables, c'est-à-dire que si une othèque est clos en pleine saison Ouais. sèche, très marquée comme celle de l'année dernière, et qu'il n'y a pas assez de proies ou des choses comme ça, bah, effectivement, les effectifs peuvent plonger. Et puis après, quand la période est faste, ça va mieux. Et de toute façon, il y a ce critère entomologiste, observation qui biaise. Et les génitaliens, si vous voulez? Ouais, sur les Ouais, génitalia, est-ce qu'il peut revenir sur la slide en question? ouais. Non. Ça- Mais ouais. C'est pas de la curiosité malsaine. Non, non, mais on peut aller, euh, on peut aller sur les génitaliens. Ouais, c'est quand même très différent de ce qu'on observe chez les Ouais, mais là, papillons. ça veut. Ah oui, ça en a rien. Non, ça veut pas. Vas-y, je t'écoute en Ouais, même je temps. trouvais que c'était quand même vachement différent de chez les papillons. Alors déjà, je me demandais bah, par où sort la spermathèque. Eh ben, en Là, fait, elle sort pas par là. Ça, c'est des pièces sclérifiées qui servent de pied de biche. C'est un peu vulgaire comme image, donc mais l'excroissance postérieure de la partie du milieu, dont je sais plus comment elle s'appelle, c'est plus genre l'équivalent de l'uncus chez d'autres groupes ou... ah, c'est dur de repartir Ah bah d'AF. t'es au tout début, ouais. Voilà. Le processus là postérieur, Ouais, je te dis, c'est des parties sclérifiées en fait c'est pas, ils sont, comment dire. Ouais, c'est des outils, c'est vraiment des outils et la spermathèque après arrive de l'intérieur de l'abdomen une fois que en fait, ces outils vont écarter les pieds génitaux de la femelle. Euh, et voilà. Ouais, voilà. C'est un peu plus smart que pied de biche. il y C'est a, des forceps. Voilà. chez les papillons, il y a quand même une phallothèque avec une vésica qui se Ouais, détache. mais là, Et non, chez les non. menthes, il n'y a pas du Non, tout. non. Et puis après, il y a quelques parties membraneuses, Ok. cette pièce-là, mais c'est pas ça en fait, c'est vraiment un écartement. Il y a ça, les sauterelles aussi. Et la spermathèque est envoyée dedans. D'accord. Et après, elles vont contrôler le transfert dans leur spermathèque interne, en fait. C'est surprenant à quel point c'est différent, quoi. Et Ouais. les génitalias sont tous asymétriques parce que chez les papillons, c'est globalement Temps symétrique. asymétrique et il y a trois pièces chez, je dirais, les menthes évoluées. Mais chez les caetécidés, il n'y a que deux pièces. Ah ouais. Ouais. Et parfois, il y a des dents, des poils, des crochets, des fouets. C'est hyper diversifié. Ouais, chacun ses soirées, hein. Voilà. Ok. Et chez la femelle, du coup, il y a une asymétrie aussi. Enfin, il y a une Oui, certaine mais asymétrie. oui, et là, les organes reproducteurs des femelles sont maintenant de plus en plus étudiés Ouais. parce que parce qu'elles avaient été mises de côté bien trop longtemps. Mais c'est aussi un critère unique morphologique et donc la dissection sur les femelles se fait de plus en plus. Et Ok. étonnamment, par exemple, un groupe qu'on pourrait croire hyper voisin, les phasmes, eh ben, actuellement, les phasmes, ils ne font pas un papier de description d'espèce, il n'y a pas une seule fois les génitalia. C'est assez incroyable. Alors que je pense que ça serait un critère morpho unique également. Et bien, chez les phasmes, ils ne font pas les génitalia. Voilà, Ah, c'est hyper intéressant. Moi, je voulais savoir quels étaient les prédateurs des mantes, parce que tu as dit qu'en fait, elles ouvraient les ailes pour ouais, effrayer les ouais. prédateurs. Donc, quels sont les prédateurs et est-ce que ça marche juste d'ouvrir les ailes pour effrayer? Alors, contre les entomologistes, ça marche pas. Et après, sinon, il y a les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chauves-souris en vol, les voitures. Non, elle rencontre quand même une certaine prédation, même des rongeurs qui sont un peu insectivores. C'est un prédateur, mais à son échelle, du microcosme. Et sinon, elles subissent pas mal de dommages. Les C'est menthes? bon. Elle mange quoi, Les menthes, bah, c'est très diversifié. J'ai envie de dire tout ce qui leur passe à leur portée et qui proportionnellement est raisonnable à tenir et à consommer. Après, il y a quand même certaines familles où il y a une alimentation qui est assez orientée. Par exemple, chez les acanthopidés, toutes les petites espèces qui sont postées sur des fleurs vont principalement manger des insectes volants pollinisateurs. Celles qui courent sur les troncs d'arbres vont consommer beaucoup de petits hémiptères, de fourmis.
euh, de choses comme ça. Ah bah, à Kochny, ça me paraît un peu trop immobile pour, mais les pucerons chez les stades juvéniles sur une plante, si, c'est possible qu'elle les consomme, ouais. Comme les drosophiles, des petites. Sur les élevages Ah, pardon, oui, pardon, excusez-moi. Donc en fait, on a déjà réalisé des élevages de certaines petites espèces sur les Acantistinae. Sur les premiers stades, en fait, elles vont être tellement minuscules qu'elles vont rien manger. Et si on n'arrive pas à trouver des tout petits moucherons, on a déjà testé avec des zones où on avait vraiment beaucoup de pucerons sur des branches. Et ça, on arrivait en fait à réussir à les faire passer au deuxième stade. Oui, bonjour. Moi, c'était juste un truc. Au Panama, j'avais vu une fois une petite menthe qui ressemble à la mantis religiosa qui était toute chromée. Alors, ça existe? Enfin, toute métallique, quoi. Ça existe ou c'est moi qui avais un peu trop consommé De stupéfiants. Chromé, D'accord. je, Je pense que j'ai une photo en plus. Il faudrait que je ah, non, regarde. bah, je veux bien voir la photo parce que ça peut ne pas être une menthe. Ouais. Il y a de la, il y a il y a de l'évolution convergente. Et en fait, il y a chez des punaises, il y a des punaises qui ont des pattes ravisseuses. Et chez les neuroptères aussi, les mantis sont traîtres parce qu'en fait, c'est un neuroptère, donc on va dire pas loin d'un fourmilion, d'une libellule, pour vraiment faire très court. Et ils ont des pattes ravisseuses et ce ne sont pas des menthes. Donc ça peut être autre chose qui a des pattes. Il y a même des guêpes hein, qui ont des pattes ravisseuses, certaines familles qui ont des pattes hypertrophiées en fait sur les membres antérieurs. Bah, je vais essayer de retrouver la photo du coup. Ah bah je prends. Alors, moi, j'ai une question qui m'a toujours un peu perturbé depuis que j'étais petit. J'ai toujours entendu cette histoire de que les mâles, en fait, le fait que la femelle mange la tête du mâle, ça améliore Ouais, l'accouplement. ouais. Est-ce que l'accouplement est avant qu'il perd la tête ou après? Et si c'est après, en fait, comment il fait pour Ouais, se géolocaliser? ouais, ouais. Alors, C'est quelque chose qui... donc, ça reste un prédateur. Ça reste un prédateur, donc elles peuvent consommer le mâle Mhm. avant, donc à son approche, euh, donc pendant ce qu'on a vu, et même après, c'est-à-dire qu'il a fini, mais il traîne un peu trop sur le dos de la femelle et elle le consomme. Ouais, En fait, il faut que le mâle il soit déjà arrivé sur le dos de la femelle. ok. Et une fois qu'il est sur le dos de la femelle, même si là, il perd la tête, et ça a été observé maintes fois, Mhm. on a le bout de l'abdomen qui se met à s'asticoter tout seul et Ok. qui va, comme une tête chercheuse, chercher Ah, ouais, 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 l'organe de la femelle et fait son office. ok. Ouais, ouais, il y a une balise Argos et tout. Donc, c'est assez incroyable. Ouais. Ok. Et donc, du coup, donc, quand il est sur le dos, en fait, c'est pas un angle mort pour la femelle. Elle est capable de se tourner comme ça. Voilà, bah, elle le prend sous le coude comme ça et c'est pas un câlin. Ah, Ah, ouais, non. ok. Ok, ben merci, tu m'as résolu une mystère que j'avais depuis jeune. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Elles sont, comment dire, est-ce que ce sont les femelles qui vont vers les mâles ou si c'est le contraire? Non, c'est les mâles qui vont vers les femelles. Pour la plupart des espèces, en fait, même si elles sont très, très bien ailées, elles deviennent trop lourdes d'œufs très rapidement. Et donc, il y a quelques espèces qui même sont attirées par la lumière, on en connaît. Mais souvent, la femelle, elle est pas pleine ou elle vient de pondre. Voilà. Après, sinon, elles ont des ailes réduites ou pas d'ailes. Et donc, c'est les mâles qui, eux, sont de toute façon tout le temps ailés chez les mâles et ils vont vers les femelles. Ah, Oh là là Petite là question là. concernant le polymorphisme chromatique. Oui. Est-ce que vu qu'il est relativement rare, est-ce que ça a été quantifié par des mesures spectrales ou pas du tout? Alors voilà, moi je suis un taxonomiste, donc Ouais. je pourrais pas répondre. Non, juste Ouais. si ça Non, non, s'il y a après, des c'est travaux hier soir là-dessus. aussi, j'ai eu des questions sur le comportement de l'éthologie. Alors, il y en a qui font des travaux sur le comportement, mais là, je j'ai pas l'info comme ça. C'est vraiment un petit groupe taxo, assez orphelin déjà en taxonomie. Et donc après, les autres variables de la science, c'est difficile. Il n'y a pas grand-chose en fait sur ce groupe d'insectes. Donc je pourrais pas trop, je peux pas vous répondre. Ouais. Merci.
Aller taper les mots-clés sur ResearchGate ou un truc comme ça, puis voir, mais moi là, j'ai pas. Est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a d'espèces dans ton livre là actuellement? Il y en a 78. D'accord. Et tu vas poursuivre le travail pour compléter le. Voilà, et donc je pars mardi matin pour la station des Nourac pour aller prospecter en canopée, et j'espère ne pas rendre obsolète mon livre au bout de 15 jours de terrain là-bas. Donc je vais faire semblant de bosser en prenant des vacances en forêt. Je l'ai pas vu. Et puis, non, non, non. Il y a tellement de choses encore à faire que, en fait, j'espère rapidement, surtout dénicher les femelles des espèces qui ne sont pas connues, quoi. Ça permettrait déjà de compléter sans décrire de nouvelles espèces pour la science. Et en fait, ça a été estimé, ça. Il y a Patrinette un jour qui m'a demandé, vu le nombre de données que tu as et l'état des connaissances, tu estimes à combien le nombre d'espèces encore à découvrir sur le territoire guyanais. Et j'ai estimé entre 0 et 4. Donc il y a déjà les deux taxons qui sont en stand-by. Et puis je ne pense pas plus, parce que vu la répartition de la plupart des espèces, elles couvrent la forêt. Et avec le séquençage ADN, ce sont les mêmes espèces. Donc je vois pas de micro-habitat qui concernerait les menthes, qui est un prédateur globalement généraliste et qui dissimulerait une espèce nouvelle qu'on n'aurait pas vue. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que par rapport à tous les systèmes qu'on utilise actuellement pour le piégeage, par exemple Ouais. avec la lumière, etc., est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir des espèces qui vont être moins attirées par la lumière, voire pas du tout, et qui fait qu'avec les habitudes de prospection qu'on a actuellement, font qu'on les a jamais vues, des petites espèces comme des Thespidae qui vont être dans les feuilles ou ce genre de choses. Est-ce que ça, par exemple, on a déjà remarqué sur d'autres pays ou sur même d'autres continents, qu'il y avait justement des genres où on les avait jamais vus sur des typologies de piégeage habituelles, mais qu'une fois, avec une chance inouïe, on a trouvé la Ouais. bestiole qui se Ça cachait. rentre dans le 0,4. Ça rentre dans 0,4. Ouais, Ok. ouais. Parce que il y a, par exemple, il y a une espèce où il y a un mâle qui a été découvert à la montagne des chevaux alors qu'il y avait une armada de pièges en continu à l'année. Un mâle. Et pour moi, on partait presque sur des théories d'endémisme et des choses comme ça. Et en fait, un jour, il y a une ornithologue au Brésil qui met sur Aynat une femelle, et c'est la femelle du mâle. Donc déjà, il n'y a pas d'endémisme, parce qu'en fait, il y en a, je dirais, sur un plateau des Guyanes élargi. Et en fait, je dirais, il y a des probabilités de rencontre qui font que, non, non, je pense qu'on va avoir fait le tour. Et en fait, qu'on aille en canopée, qu'on farfouille encore plus le sol, je pense qu'on peut compléter, améliorer la connaissance, mais aller à la nouvelle espèce, bon, la Guyane a franchement été bien, bien arpentée, et même des pays voisins, hein, la Colombie, je vois une bonne partie maintenant du Brésil avec des jeunes entomos, donc c'est. Merci. Et pour compléter, donc cette année, donc j'ai un papier qui est sorti sur la librairie de référence sur les codes barres ADN sur Coin des bandes de Guyane. Alors oui, c'est Coin, mais c'est déjà ça. Et en fait, j'ai pas eu de surprise. Donc j'ai fait ma librairie, il y avait les mêmes espèces, la taxo était à jour, et voilà. Donc même en faisant de la biomode derrière, ça pas fait sortir du bois de nouvelles espèces. Ouais, un peu dans le même sujet. Est-ce que tu as une connaissance un peu de la diversité des autres pays frontaliers, enfin, Suriname, Amapa, et est-ce que tu les as intégrés peut-être ces espèces dans ton guide? Alors, Ou est-ce qu'elles sont non, possibles en tout cas? c'est une discussion qu'on a eue à l'OFB mardi avec des agents de Patrinat et autres. En fait, c'est vrai que le livre, il est sur un territoire délimité par l'administratif, hein, voilà. Mais en fait, ce sont les membres du plateau des Guyanes. Ah, Et donc, quand tu fais des observations au Suriname, au Guyana, eh ben, tu as une grande majorité d'espèces qui sont communes, qui sont la même chose. Voilà. ok. Et après, il y a quand même des pays qui sont encore plus orphelins en taxo que nous. Nous, on est quand même bien fournis en spécialistes, amateurs éclairés ou dans une structure. Et donc, on avance vite. J'ai pas l'équivalent au Suriname, au Guyana, et le Brésil est extrêmement grand. Donc voilà, en fait, ça dépend aussi de la taille des territoires et de la quantité de spécialistes. Mais pour l'instant, c'est difficile de comparer. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé aller un peu plus loin en parlant de biogéographie et de flouter le territoire, la limite administrative. Et j'avais pas le temps et les moyens. Voilà. J'imagine. Ok.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous avez peut-être faim? Ouais. Bon, ben, on va remercier Nicolas pour cet exposé, toutes les questions. Merci, merci. Merci.